Salut à tous, c'est Ahmed Silla. Rendez-vous sur Click tous les soirs à 19h45 sur Canal+. Et c'est en clair, n'oubliez pas de vous abonner. Alors voilà le topo, les amis. C'est là où je me suis dit, ta seule échappatoire dans la vie, ce sera le rire. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, Ahmed Silla, gardez votre nom. Votre famille sera fière en plus. En plus. Someday. Eh ouais, la fibre, on l'a ou on l'a pas. When the world is cold, Merci beaucoup. I will feel a glow just thinking of Qui c'est qui va faire l'Everest? in the way you look tonight. Ok, non, c'est bon, c'est bon. Moi, je fais une pause, là, j'en peux plus. With your smile and your cheeks so Laisse personne te faire croire que tu peux pas devenir qui tu veux dans la vie. there is nothing for Et j'oubliais un tout petit détail. to love you. Eh, c'est pas une bonne nouvelle, ça? The way you look. Il y a du muscle. Il y a du muscle. Comme ça. Comme ça. Comment ça Tu va? vas bien? Tu vas bien? Bonne année. Merci à toi aussi. Meilleurs vœux, plein de bonnes choses. Toi aussi, la santé avant toute chose. Ouais, exactement. Alors, je suis très content de te recevoir. Juste, je tiens à le dire pour commencer l'émission, quand on voit ces images-là, je le dis, je suis très fier de ton parcours. Merci Et beaucoup. de ce que mon tu es frère. devenu. Et je sais à quel point c'est dur de tenir la ligne que tu as tenue. Ouais, C'est très, très dur, on va en parler. Et il n'y en a pas beaucoup des Ahmed Silla, il faut leur donner leurs fleurs, comme on dit. ben, ça me fait plaisir. Merci Respect. beaucoup, Mouloud. Tu es à l'affiche du film Comme un prince d'Ali Marière qui sort mercredi au cinéma. Au casting, il y a plein de guests. Il y a Jonathan Cohen, Jonathan Lambert, il y a tous les Jonathan du monde, même des Jonathan que vous ne connaissez pas. Igor Gossman, c'est une comédie émouvante. Ça parle de transmission, de résilience. C'est quoi le pitch? Le pitch, c'est l'histoire de Souleymane, un boxeur à qui tout est promis, qui est un champion et qui va décrocher sûrement la médaille d'or aux Jeux Olympiques, qui sort en soirée pour décompresser avant les JO et bagarre et il se casse la main. Il se casse un os de la main, c'est une blessure qui arrive fréquemment chez les boxeurs et tout son monde s'écroule. Fin des JO, il est viré de l'équipe de France, il passe au tribunal et il prend des tiges. Voilà, Travaux d'intérêt généraux. travaux d'intérêt généraux Et là, on ça va se regarde passer la BA, exactement. la bande-annonce. C'est l'émission des On est très dérogations. attendu sur ces Jeux Olympiques, les gars. J'attends de vous un comportement irréprochable. Le mec, il a porté plainte, on fait quoi maintenant? Moi, j'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touché. De quoi vous me parlez, la gosse? La gosse. Mais moi, c'est bagarre, moi. Ouais, c'est bagarre. Les tiges, c'est pas les vacances. Souleymane, il va être avec nous pendant quelques mois là au jardin. Il a joué au con et il a perdu. Voilà. Bah nous on n'a rien fait, on est là gros. Si vous vous approchez de la boxe, de près, de loin, c'est la prison. Sérieuse-toi. Garde ta jambe gauche devant, t'auras plus de stabilité. Ton boulot c'est que tu vas dans les écuries, tu nettoies tout le crottin partout, tu fais ça bien, nickel. Sérieux? T'as pas peur des chevaux toi? Non? Bon bah ça va bien se passer alors. Bah oui, ça va se passer, ça va se passer. Tu rentres, tu cours, bouclier et tu tombes. Je rentre, je cours, bouclier, je tombe. Ah, mais t'es un fond, toi! Voilà ce que je te propose, moi. Je t'entraîne à la boxe, tu deviens une grande championne, hein. Je veux 10 000 euros. Je pensais plus à 15 euros, moi. Ok. Mélissa, c'est une jeune fille qui est fragile. C'est notre boulot de savoir ce qui est bon pour les enfants. Là, calmez-vous, arrête. Tu sais, c'est la première fois que quelqu'un s'occupe de moi comme ça. Ah ok, en fait, tu te sers la petite, quoi. Depuis le début, tu me parles des combats qui vont changer ma vie. Arrête-toi là, putain, j'ai fait la route toute seule. Ça s'appelle Comme un prince et ça sort au cinéma mercredi. Allez le voir, on espère que ce film va cartonner. En tout cas, il J'espère. mérite. Et c'est un premier film, Ouais. donc il faut donner de la force au réalisateur qui a bossé, mais comme un malade. Non, il a bossé comme un malade et vraiment, il y a des films comme ça qui méritent leur succès. Toi, tu dis que tu aurais pu le faire gratuitement. Ah, franchement, j'aurais pu le faire gratuitement. Pourquoi tu les as C'est-à-dire fait payer, qu'il a alors écrit le scénario pendant 6 piges. Pourquoi tu les as fait payer? Et parce qu'il faut bien rentrer un petit peu de cacahuètes. Voilà, quand même. non, mais pour de vrai, c'est le film sur lequel j'ai pris le moins d'argent sur tous mes projets. Mais c'est le film sur lequel tu as pris le plus de poids. Exactement. 10 kilos. Tu vois. Mais et vraiment, il a écrit pendant 6 ans ce scénario-là. Et, quand j'ai lu le film, c'était le scénario le plus abouti
que j'ai lus vraiment de tous les films que j'ai reçus jusqu'à présent. En termes d'intelligence, de comédie, de dramaturgie. Ça renverse les clichés, les idées reçues, c'est très malin. Et ce qu'il avait envie de faire aussi, Ali, c'était de désacraliser un petit peu le patrimoine français. C'est-à-dire, on peut penser que le château de Chambord, ça peut appartenir qu'à une certaine caste, que certaines personnes comme nous, on n'y a pas accès. Et en fait, non. Et il a tordu le cou au cliché. Tu vois, c'est pas un jeune de quartier bas de plafond, comme on aime bien les dépeindre souvent au cinéma. Non, c'est un gars tu refuses ces rôles-là? Je les refuse tous. Dans toute ma filmographie, il n'y a aucun rôle cliché. On te les propose encore? Beaucoup moins. Beaucoup moins parce qu'en fait, mon agent a déjà fait tampon et ils savent, en fait, quand tu dis non 3-4 fois, après, ça y est, ils se disent « Ouais, non, c'est Ahmed Westem ». Pourquoi est-ce qu'on les écrit encore, ces scénarios? On les écrit encore parce que t'as des producteurs qui ont pas cette vision-là, qui veulent pas se sortir de ce carcan-là, je pense. Moi, j'aime bien qu'on peut dépeindre la cité, tu vois, de manière violente, avec trucs, mais avec un propos. C'est-à-dire qu'il faut que ça serve le scénario et qu'il y ait une histoire à raconter forte. Parce qu'il n'y a pas que ça, en fait, dans les quartiers. On a grandi dedans, on sait ce que c'est. Il n'y a pas que de la drogue, il n'y a pas que du chômage, il n'y a pas que de la violence. Voilà, il y a autre chose. T'as grandi où, toi? Moi, j'ai grandi à Nantes, au Dervalière. Pareil, dans une cité, tu vois, sensible. Mais aujourd'hui, j'ai des potes qui ont ouvert plein de restaurants. J'ai des potes qui ont ouvert des entreprises de transport. Voilà, j'ai des potes aussi qui ont fait des conneries. Mais voilà, il y a plein de parcours. Et c'est cette mixité de parcours-là qu'on a envie de Et toi, j'ai vu que dans ton quartier, tu étais le pacificateur. Ouais. Comment ça se présentait, une pacification? Une pacification, c'est-à-dire que nous, en fait, d'Hervalière, on était en embrouille très souvent, historiquement, et on ne sait jamais d'où ça vient. Tu vois, les embrouilles de quartier, on ne sait jamais qui a commencé. Et nous, on était en embrouille avec Bellevue, par exemple. Et souvent, tu avais des descentes et c'était des bagarres comme ça, machin. À l'époque, tu vois, il n'y avait pas les armes et tout, fort heureusement. Et en fait, moi, j'étais le gars qui, à chaque fois, je dis, les gars, les frères, venez, on ne se prend pas la tête. Et des fois, ça passait, et des fois, non, ils avaient besoin de cogner. Comment tu les regardes, les petits de maintenant, qui sont encore au quartier? Les petits de maintenant, très honnêtement, j'ai un peu peur quand même. Vraiment, j'ai un peu peur parce que à mon époque, il n'y avait pas de jeunes de 14, 15, 16 ans qui mouraient, qui prenaient des coups de couteau. Nous, quand on se battait, c'était avec l'épin. Au maximum, je crois, il y avait des bâtons. Tu vois, il y avait encore ce truc-là un peu archaïque des bâtons. Mais il n'y avait pas de couteau, il n'y avait pas de blessés graves. Vraiment, on se foutait sur la gueule. Mais il y avait ce truc-là, il y avait encore ce respect. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce respect-là, il est complètement révolu. Et je pense qu'on a un manque d'éducation. Et puis l'accélération des réseaux sociaux fait qu'il y a une surenchère aussi dans la violence. Et vraiment, ça me fait peur. Moi, j'ai rencontré beaucoup de familles qui avaient perdu des enfants, parce que ça reste des enfants. Et franchement, ça me fait mal. Ouais. J'aimerais qu'on parle du rôle des mamans dans les quartiers. Ouais. Moi, je le dis souvent que les personnes dont il faut s'occuper en priorité dans les quartiers, c'est les mamans célibataires. De fou. Parce que c'est elles qui tiennent le foyer et c'est elles la clé. Mais complètement. Parce que si elles avaient de quoi s'occuper de leurs enfants et du travail, ils ne seraient pas dehors. Et toi, t'es pas un fils à papa, t'es un fils à maman. Exactement. Comme le dirait le groupe La Caution. Exactement, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que toute l'éducation et toute cette protection-là qu'on va faire autour des mamans qui sont pas souvent esseulées, qui doivent jongler entre des fois plusieurs boulots, qui ont 4 gosses, tu vois, à nourrir, on sait à quel point c'est compliqué. Et c'est justement cette éducation-là qu'il faut préserver. Et pour la petite anecdote, ma maman, c'était quelqu'un de très dur. Elle aimait bien faire l'éducation, même des autres jeunes dehors. Elle disait, rentre à la maison, t'as rien à faire. Elle a une histoire incroyable, ta maman. Elle a arrêté l'école en CM2. Ouais. Elle est devenue restauratrice. Elle a vendu son restaurant. Elle a ouvert 3 boutiques de produits exotiques sur Nantes. Elle a fait un projet de pisciculture au Sénégal. Et elle a même rencontré le président Abdoulaye Wade. Exactement. Tout ça, à la force de son courage, hein, sans faire de pléonasme, mais vraiment, j'ai une admiration. C'est pour ça que le dernier spectacle, on l'a dédié un peu à maman. C'est que j'ai une admiration pour cette femme, elle est dingue. C'est vraiment, à chaque fois que je parle d'elle, j'ai des frissons, elle me touche parce que, en fait, elle ne sait pas à quel point elle nous a sauvé la vie, mes frères et sœurs. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle a pris ses premières vacances en 2018. Je te jure, vraiment. Comment ça s'est passé? Il y a des fois, elle n'arrivait même pas à payer l'école. C'est-à-dire qu'elle allait voir les CPE, les directeurs, pour leur dire bon, écoutez, là, c'est un peu tendu, on couple pour le mois prochain et trucs. Et
mais c'est son tempérament. Elle s'est toujours mise de côté, elle s'est toujours négligée et elle n'est jamais partie en vacances. J'ai jamais vu ma mère faire des courses, acheter des beaux vêtements, tout ça. Même quand je lui donne un peu d'argent aujourd'hui, elle me dit non, s'il te plaît, garde pour toi, j'en veux pas, tout ça. Elle s'est toujours mise de côté, elle s'est toujours négligée à tel point que, ouais, effectivement, ses premières vacances, c'était en 2018. Je l'ai amenée en Turquie. Et alors, je l'ai fait kiffer, elle était en business. Fallait la voir, je te jure, elle était comme ça. Mais Ahmed, c'est beaucoup. Ahmed, c'est beaucoup. Je dis, maman, je te promets, c'est rien. C'est rien. Est-ce qu'elle a réussi à se reposer? Non, encore aujourd'hui, elle ne se repose pas. Ma mère, aujourd'hui, elle a la retraite, mais elle ne se repose pas. Elle ne se repose pas parce qu'elle a toujours ce besoin de faire pour les autres. Ma mère, c'est quelqu'un qui dit jamais non. Elle va toujours essayer de trouver une solution pour aider la personne. Je te jure, tu es en galère, tu dis « Ouais, tata, bah voilà, là, j'ai un problème ». Elle va se prendre la tête, se creuser les méninges pour te trouver une solution. La dernière fois que tu es venu ici, tu as parlé de ton père et il s'est passé ça. Parce qu'on recevait quelqu'un qui soignait le cancer avec une IA. Regarde. On a développé un outil qui est capable de reconnaître les cartes d'identité de tous les différents types de cancers les plus fréquents. L'outil, dans 99% des cas, si on lui soumet une carte d'identité génétique, il est capable de dire ça c'est un cancer du sein, ça c'est un cancer du côlon, ça c'est un cancer du rein. Est-ce que vous avez déjà rencontré des succès? Ouais. On a déjà rencontré des succès. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Attendez. Absolument. Magnifique. Donc, voilà. Magnifique. Bravo, madame. Voilà. Bravo. Bravo. J'aurais kiffé qu'en 2017, vous rencontriez mon père. Ouais, pareil pour ma mère. Ah ouais. Ouais. Là, c'est émouvant, mais là, il me manque énormément, mon papa. En fait, il me manque dans le sens où j'aurais kiffé qu'il voit ce que je suis devenu et j'aurais kiffé qu'il voit ce que son nom est devenu. C'est-à-dire que ma plus grande fierté, c'est d'avoir inscrit le nom Sylla sur la façade de l'Olympia. Et on sait à quel point les parents, c'est hyper important et on a envie d'être fiers dans leur regard. Et c'est vrai qu'il est parti, il n'a pas vu un de mes films. Il est parti juste avant. Et je rappelle les chiffres, en France, 1 homme sur 2 et une femme sur 3 se verra diagnostiqué d'un cancer avant 85 ans. J'aimerais qu'on en parle juste après ce sujet parce qu'on s'est demandé, est-ce qu'un jour, on va en finir avec le cancer? Ouais. On dit souvent qu'il vaut mieux commencer par la mauvaise nouvelle, alors on se lance. Il y a de plus en plus de nouveaux cas de cancer en France. Le chiffre a doublé depuis 1990. C'est principalement à la démographie qu'on le doit car on est de plus en plus nombreux et de plus en plus vieux. Mais nos modes de vie jouent aussi un rôle. On considère aujourd'hui que près de la moitié des cancers pourraient être évités si nos comportements changeaient. C'est-à-dire pas de tabac, moins d'alcool, une alimentation équilibrée, moins de sédentarité. Et il ne faut pas oublier l'environnement, les polluants, les UV, bref, les raisons sont multiples et le constat est amer. C'est la première cause de mortalité chez les hommes et la deuxième chez les femmes. Bon, maintenant qu'on a dit ça, passons aux bonnes nouvelles. Même si les Français sont de mauvais élèves par rapport à leurs voisins européens, il y a du progrès côté dépistage. Et c'est crucial car on le sait, plus un cancer est détecté tôt, mieux on le soigne. Et il y a aussi des avancées majeures dans la prise en charge thérapeutique des patients. Et ça, on le doit à des années de recherche. L'époque est folle du point de vue du traitement du cancer, parce que tous les 2-3 ans, on a une nouvelle façon de soigner le cancer qui sort. On a eu l'immunothérapie, puis ensuite la thérapeutique ciblée, et maintenant, on a cet espoir sur les vaccins. On parle aussi de plus en plus de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter des cancers, mais aussi leur origine et donc mieux les soigner. Les analyses qu'ils ont faites n'ont pas pu, à l'œil humain, déterminer l'origine primitive de mon cancer. L'intelligence artificielle a déterminé en décembre de l'année dernière que ce serait bien un cancer du rein qui était la primitive de mon mal. Bref, des avancées qui suscitent beaucoup d'espoir, de quoi se demander si dans un futur proche, on va enfin vaincre le cancer. Est-ce que tu y crois? En tout cas, j'ai espoir. Vraiment, j'ai espoir parce que, on se le disait en off, il y a beaucoup plus de cancers, effectivement, et beaucoup plus jeunes. Moi, je me souviens, cancer, quand j'avais encore une dizaine, une quinzaine d'années, ça concernait vraiment les personnes âgées qui avaient déjà bien vécu, etc. Alors, évidemment, il faut les soigner et tous. Mais ouais, non, j'espère qu'on va réussir à endiguer le problème. Mais c'est ouf avec les IA, ce qu'ils arrivent à faire. En tout cas, on passe un gros bisou à toutes les personnes qui sont atteintes du cancer, qui nous regardent, même dans les hôpitaux. Ouais. On a une copine élargie de Click qui voilà, elle sait très bien, on l'embrasse très très fort. On va rigoler un peu. Allez. Parce qu'à la base, t'es quand même un monstre de l'humour. Merci, mon frère. J'ai pris la claque comme tout le monde sur la scène du Marrakech du Rire. Ouais. Tu nous as tous soufflé. Là, nouveau spectacle qui s'appelle Origami. Et je trouve le titre intéressant parce que c'est un titre qui décrit très simplement ce qu'on vit quand on est à ta place,
jeune, comédien, issu de quartier populaire, noir, qui connaît le succès et qui découvre toutes les couches de la société et qui doit gérer ce qu'on appelle être un transfuge de classe, ne pas renier les siens, être à la fois entendu dans des milieux auxquels il n'y avait pas accès, tout en gardant son identité. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'aime bien venir te voir, Mouloud. J'aime ton intelligence. Non, vraiment, hein, pour de vrai. Non, mais pour de vrai, c'est exactement ça. Origami, en fait, ce titre-là, on l'a trouvé avec mon grand frère, avec qui j'ai coécrit ce spectacle et commis en scène. En fait, on cherchait un titre original pour décrire un petit peu ce que je suis en fait dans la vie. Et c'est vrai que je suis un espèce de caméléon. On a toujours dû, comme ça, jongler entre les différentes cultures, les différents milieux sociaux dans lesquels on nous a projetés, les différentes personnes qu'on a rencontrées, sans effectivement se renier. Mais je trouvais ça beau, l'image en fait que d'une feuille de papier, c'est-à-dire d'un individu, tu peux l'applier de différentes façons et c'est une personne différente à chaque fois, mais c'est la même feuille de papier. Et je trouve les gens, des fois... J'avais entendu un live de toi sur Twitter et j'avais trouvé les gens extrêmement durs. Ouais. Parce qu'ils ne mesurent pas ce que c'est, ce que tu traverses. Ils ne mesurent pas. Alors, est-ce que tu peux l'expliquer? Parce que il faut expliquer, en fait, à quel point c'est compliqué d'être à ta place. Les responsabilités qu'on veut te faire porter alors que toi, tu vas être un artiste. Exactement. Et qu'on ne les fait pas porter à Franck Dubosc ou à Pierre Ninet, tout ça. On ne lui dit pas « Hey, oh, t'es chez nous, t'es dans le club ». J'en parle d'ailleurs dans le spectacle. Quand j'ai commencé ce métier, on s'est tout de suite dit avec mon grand frère, on a envie d'être le plus large possible parce que c'est ce qu'on est. C'est l'éducation qu'on a reçue. On a envie d'être le plus populaire possible, on a envie de parler à toutes les couches de la société, à toutes les castes, à tous les milieux sociaux. J'ai pas envie de faire gaulerie que les Renois, moi. C'est pas mon but dans la vie. Je suis très très fier d'être franco-sénégalais, mais j'aime ce pays. Tu vois ce que je veux dire? J'aime être français, j'aime ce pays. Tu sais, je dis souvent, on nous a confisqué le drapeau. Aujourd'hui, quand tu parles du drapeau bleu, blanc, rouge, c'est très souvent affilié à l'extrême droite, etc. Alors que non, moi, je fais tout autant partie de ce drapeau-là que ces gens-là. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, certaines personnes qui peuvent nous critiquer sur les réseaux sociaux, à quel point c'est compliqué. Parce qu'on veut bien faire. Moi, mon métier, c'est d'être un entertainer, c'est de faire du divertissement. Alors, j'ai fait des sketchs dans ma vie, plus jeune. Je ne vais pas dire que je regrette aujourd'hui parce que c'est ce qui m'a permis d'évoluer dans mon écriture et d'être beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus précis dans mon écriture. Mais c'est vrai que c'est des sketchs que je ne referai pas aujourd'hui. Je ne les fais pas aujourd'hui et on m'est tombé dessus. Et tu vois, c'est là tout le paradoxe avec la communauté. C'est-à-dire que normalement, la communauté, elle te dit, écoute, frérot, t'as fait une connerie, refais plus ça. T'es censé nous représenter, refais plus ça. Mais là, frérot, j'ai reçu des insultes de l'espace. C'était incroyable. Alors, ça m'a forgé, mais c'est vrai que j'ai dû faire aussi mon mea culpa parce que ça peut blesser des gens. C'est-à-dire qu'il y a des c'est un sketch que j'avais fait notamment chez Cyril Hanouna, où j'étais arrivé comme ça, tu vois, déguisé en esclave, mais c'était pour dénoncer l'esclavage moderne. Le sketch, il est raté. Il n'y a pas de problème. Jérémy, c'est un ami, c'est un frère. On n'a pas pris peut-être le temps, la mesure du plateau, etc. pour aller plus loin dans l'écriture, être beaucoup plus précis. Et le sketch, ce qu'il en est resté, c'est Ahmed Silla, un noir qui se déguise en esclave. Donc forcément, l'image, elle est folle, tu vois. Et moi, je n'ai pas percuté sur le moment. Mais ça a blessé des gens. Et moi, mon métier, jamais de la vie, je fais ce métier pour blesser des gens. Et c'est pour ça que j'ai dit que si j'avais blessé des gens, je m'en excusais. Je ne m'excuse pas du sketch en lui-même, parce que, encore une fois, je l'assume, je l'ai fait, et on fait des erreurs, on fait des bêtises. Mais la proportion que ça a pris, l'ampleur que ça a pris sur les réseaux sociaux, vraiment, je l'ai pris... Ça m'a beaucoup fait mal, hein, vraiment. Mais c'est important de dire que tu n'oublies pas d'où tu viens. Mais évidemment. C'est-à-dire que... En fait, moi, je pars du principe que je n'ai pas besoin de revendiquer le fait que je suis noir. Mon parcours, il parle de lui-même. Je n'ai pas envie de dire « Hey, je viens d'un quartier, on peut réussir, les gars. » Non. Si vous êtes intelligent, si vous regardez, j'ai même pas besoin de dire. Tu sais, j'avais fait une interview avec nos amis de chez Amuse-Bouche. Jamais j'ai parlé de mon parcours. Jamais j'ai parlé d'où je venais, etc. Et tout. Pas parce que je le renie ou parce que j'en ai honte. Parce que j'ai pas envie d'être, tu sais, d'être pris pour le jeune de banlieue qui réussit, pour le Renois qui réussit. Regardez, ça marche. Non. On est tous des individus. Une autre forme d'instrumentalisation. Exactement. J'ai pas envie d'être instrumentalisé, tu vois. Ouais. Moi, je suis un Français, je suis né là, je travaille comme tout le monde.
Ça marche ou ça marche pas, on s'en fout. Mais c'est ça que j'ai envie de défendre. Moi, en fait, c'est la diversité, c'est la mixité. Tu vois, quand je suis avec toi, je m'en fous que tu sois rebeu, je m'en fous d'être... Je travaille avec tout le monde. C'est l'éducation que j'ai reçue. Voilà, c'est pas genre, je vis pas dans un monde de bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est que je suis comme ça. J'ai été éduqué pour aller vers tout le monde, pour aimer les gens, et c'est ce que je défends. Et c'est pour ça que même dans mes choix dans mes choix de films, c'est ce vers quoi je tends. C'est pour ça que de faire des films comme un prince, je suis hyper fier. Parce que ça montre la bonne image, justement, des quartiers. Ça montre que, justement, il y a plein d'espoir. Ça parle de transmission, de résilience, de belles valeurs, ce que je suis dans la vie, quoi. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui traversent ce que tu traverses, donc il faut donner de la force. Voilà, exactement. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut se défaire un peu des réseaux sociaux. Là, ça s'est calmé. Et ben justement, les réseaux sociaux d'Ahmed Silla, on les a scrutés. Ouais. C'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Ahmed Silla. Bonjour à tous. Ouh là là. Ça, c'est nul comme intro. Hop. L'homme a la plus grande collection de perruques d'Île-de-France. Non mais c'est très simple, hein. Si vous êtes en galère de costume pour un carnaval ou une fête déguisée, contactez Ahmed. Il a tout en stock, ce qui lui permet de faire des imitations plus vraies que nature. Pour le plaisir. Mais avant de devenir humoriste et acteur, peu de gens le savent, vous avez été contrôleur de train. Bonjour, bienvenue dans ce train numéro 2369. Concessionnaire automobile. C'est un véhicule familial, les rétros rabattables à l'avant, belle jante alliage. Chanteur de comptines pour enfants. Oh les crocodiles. Et auteur pour les grosses têtes. Je suis en vacances avec un poteau, Fabrice Eboué. Bah c'est nul. Mais vous avez tous les talents, puisque vous êtes égérie bijoux, instagrammeur beauté. Quand vous mettez du gloss. Et que ça fait une putain de guirlande au milieu de vos lèvres, là, ici, quand vous faites... Ça veut dire qu'il y en a trop. Mais aussi une de nos chances les plus importantes de médailles pour les épreuves de plongeon, ou au JO. Mais votre actu, c'est votre nouveau spectacle, Origami. Bon, la dernière personne qu'on a vu cartonner avec de l'origami, c'était Michael Scofield, dans Prison Break. Alors pour être à la hauteur, vous vous entraînez comme un sportif. Un peu trop, peut-être. Ouais, allez-y mollo quand même. Cœur sur vous, bisous magie. Alors, il y a quelqu'un que tu sais très bien imiter, c'est Kylian Mbappé. Ouais. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a vu ça. On a vu Kev Adams, autre humoriste, qui a posté une photo de lui à l'hôpital. Oh, j'ai pas vu. Voilà. Il a dit tout d'abord un grand merci à vous, à toutes pour vos messages, à vous avoir été super touchés. J'ai donc été opéré hier soir d'urgence à l'hôpital. Un grand merci à tout le personnel hospitalier qui a été franchement exceptionnel. J'en profite pour envoyer plein de force à tous les médecins, infirmiers, aides-soignantes et autres qui ne dorment pas pour nous soigner. Alors, on envoie évidemment un très bon rétablissement à Kev Adams. Mais c'est quoi, c'est pas grave? Non, je crois qu'il va bien. Ok. J'aimerais qu'on lui fasse un petit kiff. On l'appelle, genre? Il est fan de Kylian. Ah. Mais attends, pour la petite anecdote mouloute voilà, que les gens je suis pas imitateur, je suis pas Marc-Antoine Lebray, par exemple. Non. En fait, le truc, c'est que on a un pote en commun, Jean Rachid, pour le citer. Une fois en soirée, j'ai fait la blague. J'ai dit, j'ai essayé de faire Kylian Mbappé. Et le gars est tombé dans le panneau. Voilà. Et depuis, Jean Rachid, il est persuadé que... Et donc, cet après-midi, on écrit à Kev Adams. Ouais. Est-ce que tu peux donner ton numéro? Kylian Mbappé veut t'appeler. Voilà, si tu peux l'appeler, savoir comment il va. Et à la fin, pose-lui juste la question, c'est quoi ta définition d'une clique? Comme ça, il va comprendre qu'il est chez nous. Exactement. Vas-y, on appelle Kev Adams. Tac. C'est parti. Vous êtes des gamins. Mais s'il capte... Attends, juste je le charge un peu, je le télécharge. Non, le football, il a changé. Ok, c'est bon. Mets-toi au parleur. Vas-y. Ah, faut qu'il réponde, Kev Adams, là. Peut-être qu'il fait les soins. Non, le foot, il a changé. Allô? Ouais, salut Kev, ça va frérot? Ça va et toi, c'est qui? Ouais, c'est Kylian là. Mais non. Ça va mon frérot? J'étais en interview là avec Mouloud et on a vu ton post là sur Instagram. J'espère que ça va mieux. Bah oui, ça va mieux. Mais c'est vraiment what? On devrait? Bah oui, c'est moi frérot. En fait, on faisait une interview là pour la reprise du championnat et tout ça. D'accord. Ça va mon frère? Écoute, ça va très bien, je te remercie. Ouais. T'es où? T'es encore à l'hôpital là ou non? Non, je suis reparti à l'Alpe d'Huez pour présenter le film. Ah, d'accord. Bon, j'espère que tu te reposes bien. En tout cas, on voulait te faire un petit coucou en direct de l'émission et on avait juste une question à te poser.
C'est quoi? C'est quoi ta définition de la clique? Bah, c'est une très bonne question. Écoute, c'est d'être ensemble. C'est d'être ensemble. Et si je te dis juste le mot clique? Bah, le mot clique, ça veut dire... écoute, tu sais quoi? C'est la meilleure définition du film que je suis venu présenter, c'est-à-dire être ensemble, peu importe les générations, peu importe la couleur de peau, peu importe les origines, être ensemble. Exactement. Bah, en tout cas, moi, je voulais te souhaiter un très très bon rétablissement, mon frérot. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'est arrivé ou... Écoute, je me suis opéré dans la nuit de samedi à dimanche d'une péritonite, d'une appendicite aggravée, d'une péritonite, d'un début de péritonite. Donc c'était un peu chaud, mais tout va mieux, franchement, je suis pas à plaindre. Prends bien soin de toi, mon frérot. Moi, j'ai eu ça à 8 ans et franchement, c'est chaud, c'est chaud. Bah ouais, normalement, c'est ce que les gens ont plus petit, effectivement, mais après, moi, tu me connais. Moi, j'ai eu ça à 8 ans, mais moi, tu me parles pas d'âge. Mais c'est pas Kylian, c'est impossible. Non, c'est Ahmed Silla et c'est Mouloud qui est sur le plateau de clic. Évidemment, je sais. Mais je me dis, non, tu savais pas, frère, tu savais pas. En fait, je t'explique, c'est une des pires imitations que j'ai entendues. Bon rétablissement, mon Kev, on t'embrasse. Mouloud, merci. Ahmed, Gros je t'embrasse bisous. très fort, mon frère. Bisous, mon ref. Il était dedans. Il était dedans. Il était dedans. Faux, il a fait genre, mais il était à faux. Non, moi, tu me parles pas d'âge. Non, le football, il a changé. Il était en voix aiguë, Ça va. Il était un peu, ouais, ça va. Il était un peu. En fait, plus tu le fais longtemps, et plus les gens ils se disent ouais, mais attends, ça peut pas être Kylian parce Exactement. que. On passe au coiffeur. Allez, hop. Tu as vu le dernier Marvel? Non, c'est sur Captain Marvel, je crois. Oh, je sais plus. Je n'arrive plus à m'y retrouver là-dedans. Ah, je suis un fan de Marvel, C'est la base, Karim. J'aime trop les haïtiens, moi. Spider-Man, Captain America, Thor. Le premier des super-héros qui t'est arrivé à Marvel, c'est qui? Est-ce que tu le sais? Doctor Strange, non? Non. Non. Captain America. Captain America. Ouais. Depuis qu'ils sont passés chez Disney, là, j'ai mal à suivre. Ils ont lié les séries maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, des fois, dans un film, tu ne vas pas comprendre parce que tu n'as pas suivi telle ou telle série. Ouais. Après, c'est des mélanges chronologiques aussi, c'est compliqué. Ouais. Et l'autre, là, la fille, là, la fille, là. Laquelle? Parce qu'il y en a 200 des filles dans les Marvel. L'ancienne Joker, c'est Marvel? Non, c'est DC Comics. DC, c'est un peu plus sombre, en fait. Ils ont moins de super pouvoirs que les Marvel. Mais du coup, récemment, il y a le film Les Marvel qui est sorti. Il y a 3 personnages principaux qui sont 3 femmes. Même le méchant, c'est une fille. Donc il y a que des filles. Et c'est un peu, je sais pas, c'est une utilisation bizarre du féminisme. Genre en mode, vous voulez du féminisme, on va vous en donner. Je crois que le prochain tatouage, c'est Captain America. Ou le bouclier, ou je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Caché quelque part. Vous êtes des gros bébés, les gars, en fait. Hein. Des grands bébés, vous êtes. Hein. Parce que tout le monde connaît Iron Man, tout le monde connaît Spider-Man, tout le monde connaît... Attention. Encore des histoires, des aventures, toujours et encore. C'est une Marvel, tu vois. Dans un instant, Pauline Clavière arrive pour nous présenter la tête à clic, mais là, on passe à la foire aux questions. Le principe, tous les animateurs télé qui te posent des questions. C'est parti, la foire aux questions. Pourquoi la Normandie Edgar Labrune vont accueillir Taylor Swift avec un pesto maison. Quel signal ça donne? Première question de Bruce Toussaint. Privé, public, est-ce qu'on doit faire un choix pour ses enfants? Et est-ce que c'est une éducation nationale à 2 vitesses, d'ailleurs? Ah oui, j'ai vu la polémique, là. J'ai vu la polémique. Je crois, enfin, j'ai pas vu ce qu'elle avait dit, mais j'ai vu qu'il y avait une grosse polémique par rapport à la ministre, qui a un peu dénigré le public. C'est pas cool, hein. C'est pas cool. Bon, après, moi, j'ai fait toute ma scolarité dans le privé, mais c'était un choix de mes parents. Mais tu vois, ma mère, elle s'est saignée, elle s'est vraiment serré la ceinture pour les payer. Et t'as des gens qui peuvent pas se le permettre. T'as des gens aujourd'hui qui bouclent pas les fins de mois. Donc, Question de Jordan Deluxe. Le rôle qui vous a rapporté le plus d'argent? Le rôle qui m'a rapporté le plus d'argent, c'est sur notre tout petit mariage. Faut que je dise combien? Le droit à un joker. Ouais, j'ai donné la moitié aux impôts. Donc, Question philo de Sylvain Tesson. Pourquoi, quand on devient adulte, on voit pas des faits partout? Pourquoi, quand on devient adulte, on voit pas des faits partout? Ouais. Parce qu'on fume pas de drogue, hein.